assez contraint. Donc bonjour à tous, tous ceux qui se sont connectés. Moi je suis donc Françoise Méchin, directrice de la région Centre-Est, et au nom de tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire spécialisé sur les prix de transfert. Je serai accompagnée donc de Pascal Luquet, qui est notre avocat spécialiste en prix de transfert, et de Nadia, qui est manager également spécialisée sur ce sujet. Bon, alors l'idée de ce webinaire, c'était de faire un point prix de transfert. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des sujets des prix de transfert, on a toujours une documentation ou des contrôles fiscaux qui peuvent un peu évoluer. Donc, c'est aussi le moyen de faire un point aujourd'hui sur l'évolution de la documentation, éventuellement des retours sur un certain nombre de contrôles fiscaux. Ça, c'est le premier point. Et puis, comme vous le savez, en fait, les prix de transfert et la politique de prix de transfert s'apprécient dans un contexte stable et régulier, en fait, de flux à l'intérieur d'un groupe. Et forcément, on ne peut pas se poser la question, on ne peut pas ne pas se poser la question. En fait, aujourd'hui, au regard de la crise que nous vivons au niveau mondial, on ne peut pas se poser la question de remettre en cause ou pas cette méthode des prix de transfert, puisqu'on est forcément plus dans un contexte économique stable. D'où la question, est-ce qu'on doit remettre à plat cette méthodologie? Est-ce qu'on doit s'adapter face à la crise? Voilà, donc c'est autant de sujets auxquels du coup Nadia et Pascal vont essayer de répondre. Et puis bien évidemment, alors ils prendront vos questions par écrit, parce qu'on ne peut pas, on est sur un système, on ne peut pas échanger en direct étant donné en plus la contrainte de timing. Voilà, mais ces derniers vous feront un retour. Voilà, donc je passe la main, Pascal, donc aux spécialistes qui vont commencer sur une petite remise à jour en termes de doc nécessaires à toute la méthodologie des prix de transfert. Effectivement, merci Françoise. Donc peut-être juste pour préciser que dans l'équipe prix de transfert de Grant Thornton France, on a des économistes, des fiscalistes et des juristes, parce que la problématique des prix de transfert concerne des thématiques économiques, juridiques et fiscales. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est effectivement d'entrer dans le vif du sujet en expliquant les prix de transfert en période normale du point de vue de l'administration fiscale. Donc si on peut prendre le slide suivant, vous avez ici un slide qui vous décrit l'actualité des contrôles fiscaux en 2019, avec environ un peu plus de 42 000 procédures de vérification de comptabilité. Donc on est à plus ou moins 2% par rapport aux années précédentes, donc assez stable. Les plus gros dossiers traités qui concernent l'impôt sur les sociétés et deux sujets particulièrement importants, qui sont les prix de transfert, bien sûr, avec des redressements très significatifs, et les problématiques d'établissement stable. Alors, aujourd'hui, les derniers chiffres que l'on a à notre disposition montrent les contrôles fiscaux en 2019 et les résultats du contrôle fiscal en 2019. Et en fait, le diagramme vous montre que après avoir connu une hausse très importante de 2010 à 2015, puisqu'on est arrivé jusqu'à 21 milliards d'euros de droits et de pénalités notifiés, aujourd'hui on est redescendu à presque 14, donc avec des chiffres qui sont inférieurs à ceux de 2010. Bien évidemment, vous imaginez que l'administration fiscale n'est pas satisfaite de cette situation, et donc les prix de transfert qui étaient déjà ciblés depuis de nombreuses années, puisque le sujet n'est pas un sujet neuf, vont de nouveau l'être. Et ils vont l'être dans le cadre de la crise Covid, et on constate qu'à partir de 2010, donc fin de la période de crise financière 2008-2010, on constate que les redressements ont été de plus en plus importants. Ce qui veut dire que l'administration a été de plus en plus exigeante, agressive, et dans le même temps, on a eu aussi une évolution de la réglementation et de l'approche fiscale internationale, qui a expliqué aussi, et ce qui a aidé l'administration fiscale à faire des redressements.
quand on atteint le pic de 2015, des redressements opérés par l'administration, on est sur la fin de la période de publication des rapports du projet BEPS. Donc là, on va passer au slide suivant. BEPS, c'est un programme qui fait suite à la crise économique de 2008. En fait, le G20 avait donné mandat à l'OCDE pour lutter contre l'optimisation fiscale agressive. Et c'est ce que l'OCDE a appelé le projet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Donc là, on est sur l'érosion des bases et le transfert de profit. Et donc, un ensemble de nouvelles règles fiscales, de nouveaux principes fiscaux a été adopté entre 2010 et 2015. Dans ces différentes actions qui sont mentionnées ici, je ne vais pas toutes les passer parce que vous aurez de toute façon en communication des slides. Il y a un certain nombre d'actions, actions 8 à 10 ou actions 13, qui sont spécifiques au prix de transfert. Et ce sont des recommandations qui ont été faites aux États pour contrôler, réglementer les problématiques de prix de transfert. Donc on est vraiment dans une évolution aujourd'hui qui nous fait craindre que après la crise Covid, alors on espère qu'elle va se terminer en 2020, mais si elle se poursuit, ça sera les années suivantes, on s'attend à avoir une multiplication des contrôles fiscaux, et pas uniquement dans les grands groupes. L'administration fiscale aujourd'hui ne cible plus que les grands groupes, elle cible toutes les entreprises qui ont des prix de transfert. Donc on s'attend à une forte augmentation des contrôles sur ce plan, et également à une agressivité très forte, parce que toutes les mesures d'accompagnement qui étaient très bienvenues, qui ont été votées par le Parlement et adoptées par le gouvernement, il va bien falloir les financer à un moment donné. Alors, slide suivant s'il vous plaît. Les prix de transfert, si vous vous êtes inscrit, on suppose que vous avez une appétence, un intérêt par rapport à ça, donc je ne vais pas faire un cours pour des béotiens. Simplement, je voulais rappeler le cycle des prix de transfert et notamment partir avec le business model, parce que les prix de transfert, c'est une problématique fiscale qui s'appuie sur de l'opérationnel et sur du juridique. Donc on part d'un business model défini par l'entreprise à des fins purement économiques, qui s'appuie sur des contrats ensuite, des matrices de flux, des études de comparables, de la documentation, qui s'appuie sur la mise en place de procédures qui permettent un calcul des prix de transfert, un calcul des marges, un calcul des profits, une répartition des profits. Le contrôle intervient au niveau de l'entreprise, sur l'application des procédures qui ont été mises en œuvre, mais il intervient aussi au niveau de l'administration fiscale. Et c'est là où la documentation prend tout son sens et tout son enjeu, parce qu'il n'est pas suffisant d'avoir un contrat, il n'est pas suffisant d'avoir une documentation, il faut que tout soit cohérent et consistant. Si vous avez une politique de prix de transfert que vous annoncez dans votre documentation qui n'est pas mise en œuvre dans vos comptes ou qui n'est pas correctement appliquée, parce que le contrat n'est pas très clair ou pour d'autres raisons, vous allez vous retrouver avec des difficultés et avec un contentieux, un litige avec l'administration fiscale. Et là, on parle d'administration fiscale française ou d'administration fiscale étrangère. Donc, le point de la documentation, ça n'est pas uniquement une question de compliance, une question de conformité, c'est aussi une question de gestion de la relation avec la ou les administrations fiscales. Je vais passer maintenant la parole à Nadia pour un point justement sur les obligations déclaratives et documentaires en France. Merci beaucoup Pascal, bonjour à tous. Alors effectivement, en fait, ce qui est intéressant de voir, ce sont les obligations qui existent en France et faire un tour d'horizon. Donc n'hésitez surtout pas à poser au fur et à mesure des questions. Vous avez un onglet sur votre droite a priori qui permet finalement de poser des questions au fur et à mesure et on y répondra en fait en fonction des sujets qu'on évoquera et si on n'a pas le temps, on reviendra vers vous avec les différentes réponses. Alors,
Avant de commencer sur les obligations documentaires et déclaratives qui existent en France, on aimerait vous poser en fait une petite question. Donc vous pouvez aussi y répondre sur le côté droit. Donc pour savoir en fait si vous avez une connaissance exhaustive de ces obligations qui existent. Donc vous pouvez y répondre avec un oui et un non. Les réponses ne sont pas publiées, donc elles sont juste à titre indicatif pour nous. Il nous semble intéressant en fait de voir en fait si les entreprises ont cette connaissance, puisque in fine cette déclaration, ces obligations ont pu évoluer au fur et à mesure des années. Donc on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Bon, alors, au vu des premières réponses, vous avez a priori, pour une grande partie, connaissance des obligations. Donc, ce sera un petit rappel qui est toujours intéressant, en fait, voilà, puisqu'en fait, in fine, on a souvent tendance à parler de documentation prix de transfert, mais on a aussi tendance à oublier les autres obligations qui peuvent exister. Donc, c'est toujours intéressant de faire un petit horizon de ces différentes obligations en France. Ces obligations, en fait, elles reposent sur une approche à 3 niveaux. Donc, on a une obligation documentaire qui peut être plus ou moins stricte selon en fait certains seuils des critères de chiffre d'affaires ou d'actifs bruts au bilan. Donc, on va les développer par la suite. Donc, on a aussi 2 obligations déclaratives des prix de transfert. Donc, une obligation déclarative prix de transfert qui est une déclaration simplifiée. Même chose, donc si vous remplissez certains critères de chiffre d'affaires ou d'actifs bruts au bilan, et la déclaration pays par pays qui est le CBCR, qui permet finalement de réunir un certain nombre d'agrégats économiques, fiscaux, comptables, pays par pays, donc au sein de votre groupe. Donc on remarquera finalement que ça s'aligne sur l'action 13 de BEPS qu'a évoqué tout à l'heure Pascal Buquet, et donc ça s'aligne sur les principes OCDE. En termes de documentation prix de transfert, donc cette documentation, comme je l'ai évoqué en introduction, elle est plus ou moins stricte selon que vous remplissez ou non certains critères. Donc si vous êtes une société qui a un chiffre d'affaires ou un actif brut au bilan qui est supérieur à 400 millions d'euros, ou si vous êtes détenu par une société qui remplit ce seuil, ou si vous détenez une société qui remplit ce seuil, vous êtes soumis à une déclaration qui est relativement stricte et qui finalement s'aligne sur l'OCDE, sur l'action 13 de BEPS, donc avec un certain nombre d'informations qui est requise par la loi, en sachant par ailleurs que ce critère de 400 millions d'euros, c'est un critère qu'on apprécie non pas au niveau consolidé, mais au niveau statutaire. Donc ça, c'est important de le notifier puisqu'on constate avec nos clients que souvent, il y a une confusion entre la base consolidée et la base statutaire. Donc là, on est vraiment sur des notions statutaires. Donc dès lors qu'on remplit, en fait, on remplit ce critère, donc la nouvelle réglementation depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 nécessite d'avoir un master file, donc des informations sur le groupe, et un local file qui permettent finalement d'avoir des informations sur l'entité, donc l'entité française, avec son analyse fonctionnelle, notamment sa chaîne de valeur, ses transactions intra-groupe et l'analyse économique qui permettent finalement de justifier les rémunérations intra-groupe. Cette documentation, elle n'a pas à être soumise électroniquement. Par contre, elle doit être mise à disposition au premier jour du contrôle fiscal.
Et si vous ne l'avez pas, l'administration fiscale peut vous mettre en demeure de produire la documentation dans les 30 jours. Et on constate finalement dans les 30 jours, c'est peu pour préparer une documentation. Donc, on recommande fortement de la préparer en amont pour éviter toute problématique et pour avoir le temps de se poser sur les analyses économiques, sur les transactions qui peuvent être plus ou moins complexes. Et vous voyez aussi qu'en termes de sanctions, les sanctions sont plutôt élevées puisque ça peut aller de 0,5% du montant des transactions concernées à 5% des rectifications de résultats. Donc, ce sont des rectifications qui sont non significatives et qu'il faut prendre en compte. À côté de ça, si vous êtes une entité qui ne remplit pas les seuils, sachez que vous pouvez être tenu finalement de répondre à des questions d'administration fiscale en cas de contrôle fiscal si elle réunit des éléments qui permettent de prouver en fait un transfert indirect de bénéfices. Et dans ce cas, en fait, ça correspond finalement à une documentation prix de transfert simplifiée. Donc là, les questions sont plutôt précises. Vous avez un délai qui peut aller de 2 mois à 3 mois pour y répondre. Et effectivement, les sanctions sont moindres que le L13AA, que la documentation prix de transfert plus stricte. Mais sachez que avec une documentation simplifiée, vous pourrez répondre finalement aux questions de l'inspecteur. Et dans tous les cas, ça permet de faciliter les échanges avec l'inspecteur, d'éviter qu'il redresse sur des interprétations qu'ils peuvent faire en fait, et donc des rectifications qui pourraient être évitées, et notamment éviter aussi des pénalités qui peuvent vous être qui peuvent être demandées, notamment les pénalités pour mauvaise foi. Et sachant ça, on le rappelle en bas de la slide, c'est que depuis la fin du verrou de Bercy, si vous avez 2 pénalités dans les de 40% pour manquement délibéré durant les 6 derniers exercices, dorénavant, il y a un transfert automatique au parquet. Donc là, on est vraiment sur l'aspect documentation prix de transfert. Peut-être, Nadia, si je peux me permettre d'insister sur un point, ces obligations documentaires, elles sont aujourd'hui appliquées avec une relative tolérance et une relative bienveillance de l'administration. Les inspecteurs ne sont pas très enclins à aller tout de suite au conflit avec le défaut de production ou la documentation incomplète. En revanche, compte tenu du contexte que j'ai évoqué, compte tenu du fait que ça fait plusieurs années maintenant que cette documentation obligatoire est en place, on s'attend à ce que les positions se durcissent. Et dans le contexte de faire de l'argent pour financer les mesures exceptionnelles qui ont été prises, appliquer des pénalités qui sont juste des pénalités de conformité formelle, c'est quelque chose de très facile pour un inspecteur des impôts. Les inspecteurs nous ont d'ores et déjà dit aujourd'hui que l'administration centrale leur mettait une pression forte sur la maximisation de leurs opérations de vérification, ce qui veut dire d'opérer le maximum de redressement sur le fond, mais aussi d'application de pénalités pour non-conformité. Dernier point, la documentation de prix de transfert prévoit aujourd'hui une réconciliation entre les prix de transfert tels qu'ils sont fixés et la comptabilité sociale de l'entreprise. Ces points-là ne sont que très rarement visés par les inspecteurs aujourd'hui. Il faut s'attendre là aussi à ce que les inspecteurs nous mettent une pression plus forte. Et quand on est dans l'utilisation de normes IFRS, de normes US GAAP ou autres GAAP, la réconciliation, c'est un enjeu pour les entreprises, quelle que soit leur taille, et vu les pénalités qui sont applicables, il ne faudra pas négliger cet aspect-là. Alors, à côté de cette obligation dite documentaire, on a aussi donc une obligation déclarative, donc la déclaration prix de transfert qui correspond finalement à ce qu'on appelle la 2257 SD. Cette déclaration, finalement, elle regroupe des informations qui sont plus simplifiées, comme son nom l'indique, donc avec des montants agrégés par grande nature de transaction, donc prestations de services, ventes, charges financières, par exemple, et les principales politiques de prix de transfert. Là, on est sur des seuils qui sont différents, c'est-à-dire que si vous ne remplissez pas le seuil de la documentation prix de transfert du L13AA, donc les fameux 400 millions,
Vous pouvez être tenu de simplement effectuer cette déclaration. Pourquoi? Parce que le critère de chiffre d'affaires et d'actifs bruts au bilan est de 50 millions d'euros. Donc, si vous dépassez ce seuil, ou si vous êtes tenu par une société, toujours la même chose, tenu par une société, ou si vous détenez une société qui remplit ce seuil sur une base statutaire, vous êtes tenu en fait de faire cette déclaration. Contrairement à la documentation prix de transfert, là, il s'agit d'une souscription électronique qui doit être effectuée dans les 6 mois qui suivent le dépôt de l'alias fiscal. Avec le Covid, donc il y a eu des reports en fait de ce délai, notamment pour les entreprises qui clôturent entre le 31 décembre et le 31 mars. Donc par exemple, pour le 31 décembre, le délai légal est le 5 novembre. Mais donc un délai a été, puisque les sociétés considérées comme ayant des difficultés et l'administration ayant accordé finalement un report de l'alias fiscal, du dépôt de l'alias fiscal, il a aussi accordé le report du dépôt de la déclaration prix de transfert. Et donc, in fine, cette déclaration, pour les entités clôturant au 31 décembre 2019, pourra être effectuée jusqu'au 31 décembre 2020. On conseille toutefois, si vous avez déposé votre déclaration d'IS à temps, dans le délai légal, donc en mai, on a conseillé de maintenir en fait le délai du 5 novembre. Mais sachez que vous pouvez toujours, jusqu'au 31 décembre, vous pouvez toujours en fait effectuer le dépôt. Et même si vous avez du retard, il est toujours important en fait de faire cette déclaration. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale utilise en fait les données de sa alias fiscale pour faire des analyses, pour programmer des contrôles fiscaux. Et donc ça peut être un outil en fait pour l'administration fiscale. Si vous n'avez pas déposé, ça peut alerter les administrations et potentiellement déclencher des contrôles. Donc c'est vraiment un conseil en fait, même si la sanction, hein, comme on l'a dit, est relativement minime, hein, c'est une sanction de 150 €, mais dans la pratique, ça peut avoir d'autres conséquences. Donc c'est fortement recommandé, et aussi de la déclarer, de la remplir de manière minutieuse et en conformité avec la documentation prix de transfert. Donc là, on est sur la déclaration prix de transfert, mais il y a aussi une autre déclaration qui existe en France, c'est la déclaration pays par pays, donc le fameux CBCR, qui finalement reprend les éléments de l'action 13 de BEPS, donc qui est en fait dans le cas où on est donc une entité appartenant à un groupe qui là remplit un critère de chiffre d'affaires en consolidé supérieur à 750 millions d'euros. Donc, ce n'est pas forcément pour des sociétés qui sont tête de groupe. Vous pouvez aussi être amené, vous, en tant que filiale, à devoir déposer une 2258, pour le coup, donc une déclaration CBCR, dès lors que vous êtes une entité détenue par une société qui n'est pas dans un pays qui a un CBCR équivalent, qui a un accord avec la France d'échange automatique de cette déclaration. Dans ce cas, donc il y a une liste précise, hein, il y a une liste de pays qui remplit ces conditions, donc pour lequel vous n'avez pas besoin de procéder à cette déclaration pays par pays. Mais il y a d'autres pays qui ne sont pas dans cette liste. Et si vous êtes détenu par une société qui n'est pas dans cette liste, vous pourrez être tenu de remplir le CBCR. Donc c'est important d'avoir ça en mémoire, puisque ce n'est pas forcément des sociétés tête de groupe qui sont soumises à cette obligation. Donc, en termes de délai, on est sur une déclaration qui doit être déclarée aussi électroniquement dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Et vous voyez que les sanctions sont assez importantes, c'est du 100 000 €, donc c'est quand même pas négligeable. À côté de cela, et ça on l'a bien vu en fait dans la pratique, c'est qu'on oublie également souvent qu'à côté de cette déclaration 2258, il y a une notification qui doit être effectuée sur l'alias fiscal pour la société qui déclare. Si par exemple vous êtes une société française, donc vous allez en fait effectuer cette 2258, vous avez en fait une case à cocher dans la déclaration d'IS. Mais vous avez aussi des situations où vous devez notifier, notamment si, donc pour l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, vous êtes une filiale d'une société qui n'est pas dans cette fameuse liste, et vous avez été, vous devez remplir en fait, vous devez effectuer cette 2258, ou
vous pouvez prouver qu'une autre société de votre groupe, par exemple située dans l'Union européenne, va effectuer ce dépôt. Dans ce cas, vous devez aussi procéder à une notification. Donc, c'est vrai que c'est assez complexe. Voilà, il y a différents types de notifications, mais elles sont souvent oubliées. Donc ça, on le constate, c'est quelque chose qui n'est pas forcément automatique et donc qui est important de rappeler. Sachez qu'en termes de sanctions, alors au niveau de la législation, c'est pas forcément très clair. Par contre, l'administration fiscale, en fait, dans impôts.gouv notamment, a indiqué qu'en cas de défaut de notification, il est précisé qu'il faut faire une déclaration rectificative de la 2065 SD. Donc c'est quelque chose qu'il faut, comme je l'indique, avoir en connaissance et ne pas oublier. Donc voilà pour l'aspect obligation documentaire. Alors, on va regarder si vous avez quelques questions, parce que je vois qu'il y a des publications. Alors, est-ce que le master file doit être rédigé en français? Donc, avez-vous connaissance des obligations de prix de transfert, hein, ce sont les obligations qu'on vous a indiquées. Donc, pour la langue, donc il n'y a pas d'obligation de rédaction en langue française. Par contre, dans le cadre d'un contrôle fiscal, l'administration est peut tout à fait en fait demander des traductions d'une partie, de la totalité de la documentation. Donc, dans la pratique, souvent, quand on est dans le cadre des groupes, on les rédige en langue anglaise, c'est souvent le cas. Il n'y a pas d'obligation en France qu'elle soit rédigée donc initialement en langue française. Mais voilà, comme je vous l'indique, en fait, l'administration peut très bien en fait demander des traductions. En fait, tout dépend aussi de la brigade de contrôle qui va intervenir. Quand vous êtes dans un cadre DVNI, Grande DIRCOFI, les inspecteurs des impôts, alors à la DVNI, ils maîtrisent l'anglais, ils le lisent en tout cas. Ils ne le parlent pas forcément très bien, mais ils le lisent. Dans les DIRCOFI, c'est un cran un petit peu en dessous, même s'il y a eu beaucoup de transferts d'inspecteurs de la DVNI vers les DIRCOFI. Et alors après, dans les brigades de contrôle vraiment locales, là, on a très peu d'inspecteurs qui lisent l'anglais et qui acceptent donc des master files en anglais. L'autre élément à prendre en considération, c'est le fait que le master file, c'est un document qui a vocation à être partagé avec plusieurs administrations fiscales, avec plusieurs entreprises. Donc, l'anglais a plus vocation à être la langue du master file. En revanche, vous avez un certain nombre de pays où vous allez avoir des obligations en langue locale. La Pologne, par exemple, exige aujourd'hui que la documentation polonaise, master file compris, soit en polonais. Donc là, il faut, là aussi, on vous a présenté les obligations documentaires et déclaratives en France. Il faut aussi vous enquérir des obligations que vous avez à l'étranger. Et donc, essayer de préserver, d'éviter des coûts de traduction en utilisant plutôt, même pour un groupe français, un master file en anglais. Effectivement. Et donc du coup, là en fait, on est vraiment parti sur les obligations et donc comment en fait finalement gérer la conformité au sein de vos groupes. Les outils aussi d'autres outils existent en matière de prix de transfert qui permettent de prévenir la double imposition et d'éliminer la double imposition. Et là, je vais laisser la parole à Pascal pour cette partie. Merci Nadia. Donc on va passer au slide suivant. Donc déjà, premier élément, une question, on va vous laisser une ou deux petites minutes pour répondre. Avez-vous déjà utilisé des procédures de prévention ou d'élimination de la double imposition? Alors, juste pour recadrer le sujet, la double imposition, c'est ce qui est généré par un redressement qui va être notifié soit en France, soit à l'étranger, sur des prix de transfert qui ont déjà subi l'impôt avant le contrôle. Donc, procédure de prévention ou procédure d'élimination de la double imposition, est-ce que vous les avez déjà utilisées? Donc, on va attendre une petite minute. On va passer au slide suivant.
Alors, on va d'abord commencer par la prévention de la double imposition, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Il existe en France, mais dans un grand nombre de pays industrialisés et de pays en développement également, des procédures qu'on appelle des procédures d'accord préalable en matière de prix de transfert. On appelle ça aussi des rulings parfois, des rescrits. Tout dépend de la procédure qui est mise en place. En fait, c'est une procédure qui vise à garantir tant l'administration fiscale que le contribuable d'une problématique liée à l'application du principe de pleine concurrence et donc au prix de transfert. L'idée, ça va être quoi? Ça va être d'aller demander à une ou plusieurs administrations fiscales de valider une méthode de prix de transfert, une politique de prix de transfert applicable pendant une certaine période. En général, compte tenu de la durée des négociations entre administrations, quand on parle d'un accord bilatéral, on est sur des durées de 5 ans. On a des possibilités très limitées de rétroactivité sur l'année de la demande, mais ça existe. Donc, on va voir les administrations fiscales, françaises et étrangères. On leur présente une documentation de prix de transfert, on leur explique ce que l'on veut mettre en place, hein, on est sur de la prévention, donc sur les exercices à venir, et on demande à l'administration française et à l'administration étrangère de valider ce que l'entreprise a décidé de mettre en œuvre. Ça se déroule sur plusieurs mois, plusieurs années éventuellement, en fonction de la complexité des cas. L'idée, c'est qu'à la fin d'un processus qui est presque équivalent à un processus de contrôle fiscal, mais avec des autorités qui sont beaucoup plus bienveillantes et beaucoup plus ouvertes intellectuellement parlant, parce qu'on n'a pas d'argent en jeu. On est sur la profitabilité et les impôts futurs. Donc les deux administrations, elles ont intérêt à s'entendre pour éviter d'avoir des disputes après. Et l'entreprise française et l'entreprise étrangère ont également le même souci. Donc le dialogue est plutôt facilité, plutôt ouvert et bienveillant. Donc on a une première réunion qui est une réunion préliminaire. Ensuite, on saisit les deux administrations. Les deux administrations vont instruire le dossier, chacune de leur côté, et puis ensuite elles vont négocier entre elles. Elles vont trouver un accord et l'entreprise, à la fin, adhère ou non à cet accord. Ce qui est important de prendre en considération, c'est que, compte tenu du fait que les départements en charge des accords préalables dans les différents pays en cause sont assez peu fournis en effectifs, ces procédures-là sont réservées plutôt à des questions de méthodologie complexe, de répartition de pertes, de profit split, par exemple, ou de profit split résiduel, où ce sont des procédures qui sont bien adaptées lorsque vous avez, pendant de nombreuses années, eu des différends avec les administrations fiscales, soit en France, soit à l'étranger. Donc c'est une méthode qui marche bien et qui, en période d'incertitude économique, a vocation à se développer. Donc, prévention ici de la double imposition. Si on passe au slide suivant, on va voir la question de l'élimination de la double imposition. Donc là, on a une double imposition qui a été générée par un refus d'une des deux administrations fiscales concernées d'accepter la politique de prix de transfert et le quantum des prix de transfert. Donc, on a une double imposition et vous savez que sur la base des conventions fiscales OCDE, le but est d'éliminer la double imposition pour faciliter le commerce mondial. Donc, sur la base des conventions ou sur la base d'une convention européenne d'arbitrage, ce que l'on va faire, c'est qu'on va saisir deux administrations fiscales concernées pour leur demander de trouver une solution pour éliminer la double imposition. Donc, soit sur la base de l'article 25 du modèle OCDE de convention fiscale. Dans ce cas de figure, il faudra faire très attention au délai de saisine, qui peut aller de 3 mois à 3 ans à compter de la première notification. Et il faut bien considérer que peu de conventions fiscales aujourd'hui prévoient une obligation de résultat. C'est une obligation de moyens. En matière de prix de transfert, selon les statistiques qui sont données par la France, on est à 80% d'élimination de la double imposition.
Convention européenne d'arbitrage, là on est sur des doubles impositions qui concernent 2 États membres. Le délai de saisine est un peu différent. En revanche, on est encadré dans un délai de 3 ans maximal pour aboutir à une obligation de résultat qui est l'élimination de la double imposition. Alors, il y a très peu de cas qui vont jusqu'à la mise en œuvre de la procédure d'arbitrage, mais ce qui est important, c'est que vous ne devez pas oublier de saisir les autorités compétentes, de manière à aussi mettre une pression sur les inspecteurs, sur l'inspecteur principal, éventuellement l'interlocuteur départemental, parce que tout ça, ça demande du travail. Et l'administration fiscale préférera souvent trouver un mauvais arrangement plutôt que de devoir gérer un contentieux devant les tribunaux ou gérer une procédure européenne d'arbitrage, une procédure amiable. Donc ces éléments-là sont extrêmement importants. À ces éléments qui sont assez classiques, s'est ajoutée la transposition d'une directive pour élargir la problématique de la double imposition, non seulement aux aspects prix de transfert, mais à d'autres éliminations de double imposition générées par d'autres aspects que des prix de transfert. Donc on est sur des procédures qui sont encadrées, qui sont connues. Il faut avoir de bonnes relations avec l'administration fiscale. Il faut savoir que ces administrations-là sont assez débordées. Il y a un stock de procédures amiables et de conventions européennes d'arbitrage assez important à gérer au niveau de la France, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne et ça permet, in fine, quand même, d'éliminer la double imposition. Ça veut dire qu'au niveau du groupe, le redressement qui est opéré dans un pays est neutre au niveau de l'impôt sur les sociétés. Ça n'élimine pas les problématiques d'intérêt de retard, de pénalité, de retenue à la source. Mais en tout cas, sur l'IS, on est déjà dans des procédures qui fonctionnent bien et auxquelles vous devez absolument penser. Slide suivant, peut-être. Alors oui, la gestion est... alors on a fait un tour d'horizon jusqu'à présent de la situation prix de transfert classique. On a déjà évoqué un certain nombre d'aspects liés à la crise Covid. Si on va au slide suivant, slide 18, d'une manière générale, les prix de transfert sont fixés en fonction des risques qui sont pris, en fonction de la valeur ajoutée apportée par les grandes fonctions. Donc en fait, on a, en général, quand on fixe les prix de transfert, une phase de découpage du business model, de la chaîne de création de valeur. Et on va aller regarder qui fait quoi. Est-ce qu'on est en présence, comme on l'indique ici, d'un entrepreneur principal qui assume beaucoup de fonctions, beaucoup de risques? C'est lui qui va faire la R&D, qui est propriétaire des incorporels, qui va assumer finalement la gestion du risque de l'activité. Si on dit que cet entrepreneur principal, puisqu'il prend les risques, puisqu'il détient les principales fonctions et les actifs importants, c'est lui qui va avoir le droit, finalement, à la part du gâteau la plus importante dans les profits. Cela dit, puisqu'il gère les risques, qu'il assume les risques, en cas de problème et en cas de crise, par exemple, crise financière, crise Covid-19, c'est lui aussi qui serait censé assumer les pertes. Aujourd'hui, quand on est une entreprise avec des risques faibles, voire limités, la position de l'administration fiscale, c'est de dire cette société doit être toujours profitable, certes avec un petit niveau de profit, mais un profit stable. En matière de gestion de l'année 2020, la question se pose, est-ce que si on est sur une activité, un business qui déclare des pertes, globalement, est-ce que c'est uniquement l'entrepreneur principal qui doit assumer ces pertes, ou bien est-ce qu'on peut faire assumer ces pertes à des entreprises qu'on appelle hybrides, qui sont entre l'entrepreneur principal et l'entreprise à risque limité, et puis est-ce que les entreprises à risque faible ou limité doivent assumer ces pertes? Alors en fonction de chaque typologie de profil fonctionnel, on a ce qu'on appelle des méthodes de prix de transfert qui sont fixées par l'OCDE. Et donc, quand on est en présence de plusieurs entrepreneurs principaux, ça arrive quand on partage de la R&D, des actifs, des intangibles commerciaux,
on est plutôt sur une application d'une méthode sur le partage de bénéfices ou de profits résiduels. En revanche, si on est sur une entreprise qui fait de la distribution pure et simple ou de la production pure et simple, on va plutôt appliquer des méthodes fondées sur la marge brute, la marge nette ou sur le prix de revient, cost plus, resell minus, méthode TNMM. Donc, en période de crise, il est important de se remettre sur les fondamentaux des prix de transfert et de voir de manière très cohérente comment on a géré la crise précédente, 2008-2010, qu'est-ce qu'on a fait à cette époque-là, et s'interroger sur est-ce qu'on est finalement dans la même crise ou non aujourd'hui avec la Covid-19, est-ce qu'on applique les mêmes méthodes ou est-ce qu'on applique des méthodes différentes. Donc, on va décliner sur le slide suivant, sur les slides suivants, ces différents points. Alors oui, effectivement, et juste un point, en prix de transfert, ce qui est important de garder en termes de notion, c'est le principe de pleine concurrence et le fait qu'on se réfère toujours en fait à ce que des entités tierces feront entre elles, donc si on n'est pas dans une notion de groupe. Et ça, dans tous les cas, dans toutes les situations, qu'on soit en période de crise ou hors période de crise, il est nécessaire en fait de garder en mémoire que c'est la base finalement des prix de transfert, à savoir que le principe de pleine concurrence, c'est ce qui va vous permettre de justifier vos rémunérations, vos marges, et ce qui va vous permettre finalement d'éviter tout risque de rectification ou à minima de les limiter. Donc c'est vraiment la référence au principe de pleine concurrence et surtout à ce que feraient des entités indépendantes dans la même situation que celle que vous vivez actuellement. C'est une notion fondamentale. Alors pour gérer en fait, il y a une question, Nadia, sur l'élimination de la double imposition. La question, c'est, vous voulez dire que pas d'impôt supplémentaire à payer par la société redressée, seulement les pénalités. Alors, en fait, vous êtes redressé en France sur un bénéfice qui a déjà été taxé pour partie en France et pour partie à l'étranger. Donc, ça génère une double imposition. Ce que les administrations fiscales vont décider de faire, c'est de trouver une méthode d'élimination de la double imposition. Donc, ça veut dire que si le redressement est considéré comme fondé par les deux administrations fiscales, l'État dans lequel le redressement n'a pas été opéré va générer un crédit d'impôt parce que finalement, il va accepter la position de l'administration française selon laquelle l'impôt qui a été payé en France était sous-évalué et que l'impôt payé dans son pays a été surévalué. Donc là, on aura un remboursement au niveau de l'impôt. En revanche, sur la problématique des pénalités, il n'y aura pas d'élimination de cette double imposition sur les pénalités, effectivement. Ça veut dire qu'au niveau du groupe, on aura payé le juste impôt sur les sociétés. En revanche, on aura effectivement un coût supplémentaire lié aux pénalités qui sont appliquées dans le cas que je vous disais, que je vous exposais sur un redressement français. En sachant, juste à titre d'information, que si on est dans le cas d'une procédure, une MAP, une procédure amiable relative à la Convention européenne d'arbitrage, et même la nouvelle procédure en fait évoquée tout à l'heure, qui n'est pas que sur les prix de transfert, si vous avez eu des sanctions, des pénalités graves, en France, en tout cas, il est difficile d'actionner cette procédure en fait d'élimination de la double imposition. C'est a priori exclu. Donc, c'est pas pour toutes les pénalités où du coup vous pourrez actionner cette procédure. Et ça, il faut. C'est souvent en fait le cas en pratique. On a ce genre de pénalité en fait au cours du contrôle et en fait durant les recours. On arrive à négocier pour que cette pénalité en fait soit éliminée parce qu'on apporte des éléments de preuve qui permettent finalement de montrer qu'il n'y a pas de manquement délibéré et ça permettra par la suite d'actionner en fait la procédure d'élimination de la double imposition. Voilà. Je vois aussi un commentaire en réponse à la question connaissez-vous les procédures d'élimination de double imposition et de prévention de la double imposition? Non, parce que identifié trop tard, entre parenthèses, post-contrôle.
les délais sont vraiment à regarder de près. Ce qui est important, c'est de savoir à partir de quand court le délai qui est prévu soit par la convention bilatérale, soit par la convention européenne d'arbitrage. En règle générale, on est sur des délais de 3 ans. Donc, même si juste après le contrôle, on n'a pas bougé, on a 3 années après la proposition de rectification. Donc, vous avez peut-être encore la possibilité, la réponse étant anonyme, je ne peux pas vous en dire plus, mais vous avez encore peut-être la possibilité de saisir les autorités compétentes pour l'élimination de la double imposition générée par le contrôle. Sachant que c'est la proposition, c'est le premier élément qui permet finalement d'anctionner une double imposition. Donc, si vous avez une proposition suspensive, par exemple, ça va être le délai court à compter vraiment du premier élément qui permet finalement d'avoir une double imposition. Donc, voilà. Dans tous les cas, il faut de toute façon, dès que vous avez un contrôle fiscal et que vous avez une idée des redressements qui vont être notifiés, regardez quels sont les délais applicables, regardez aussi si c'est dans votre intérêt. Hein. Parfois, on a des redressements en France sur des prix de transfert qui ne sont pas bons, mais qui ne sont pas à hauteur de ce que l'administration aurait pu ou aurait dû faire. Saisir les autorités compétentes, ça peut aussi vous gêner du point de vue de l'entreprise étrangère qui pourrait être amenée à payer plus d'impôts ou à avoir des difficultés quant à la justification de ces prix de transfert. Donc il faut vraiment faire une analyse précise des conséquences. Alors, je pense qu'on sur la gestion durant la crise. Et si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez surtout pas à les poser. On reviendra à la fin de la présentation si on a encore le temps ou dans un support en fait qui vous sera envoyé par la suite. Donc, en termes de gestion durant la crise, qu'il est aussi important de prendre en considération, donc, comme on vous l'a indiqué, hein, je prends en considération le principe de pleine concurrence pour pouvoir justifier ces rémunérations, mais effectivement, on est dans une situation particulière et se pose la question si je peux adapter, si je peux modifier mes politiques. Alors, en amont, et ça, c'est une question qui est souvent oubliée, mais les contrats intra-groupes peuvent vous permettre en fait d'effectuer en fait certaines adaptations. Et donc la question qu'on vous pose pour cette slide, c'est est-ce que vous mettez systématiquement en place des contrats intra-groupes? Donc on va vous laisser quelques secondes pour y répondre. Alors, en termes de contrat, ce qu'il est important et ce qu'on constate finalement dans des groupes, c'est qu'il est possible que donc soit les contrats soient totalement inexistants, soit ils ne sont plus conformes à la réalité, puisqu'il y a pu y avoir des adaptations, des modifications, même avant en fait la période de crise que nous vivons actuellement. Et en fait, cela peut être un vrai sujet, puisque, in fine, dans le cas de contrôle fiscal, l'administration peut malheureusement interpréter d'une mauvaise manière vos politiques de prix de transfert, aboutir à des rectifications qui auraient pu être évitées et donc aboutir à de lourdes sanctions. Ce qu'il est aussi important de prendre en compte, c'est que durant une période telle que la crise du Covid, certains groupes, même voire beaucoup de groupes, se sont posé la question s'il n'était pas possible de procéder à des adaptations, à des modifications de la politique de prix de transfert. Et il est vrai qu'il y a certains éléments dans les contrats intra-groupes qui vous permettent en fait de modifier en fait ces politiques. D'une part parce que ces contrats peuvent avoir des clauses de force majeure, par exemple, qui vous permettent, si vous n'avez aucune activité, de suspendre le contrat, et qui dit suspension du contrat dit suspension de la rémunération, et aussi faire jouer les clauses d'imprévision, pardon. Donc, les contrats intra-groupes, ce sont voilà, des supports, des documents qui font aussi partie intégrante d'ailleurs de la documentation prix de transfert. Et dans cette nouvelle réglementation en fait, qui est sortie à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2018, dorénavant, dans la liste des informations qui sont nécessaires à avoir dans la documentation prix de transfert, il est indiqué en fait fourniture des contrats intra-groupes. Donc c'est vraiment quelque chose qui
qui est important. Effectivement, en droit français, hein, il n'est pas obligatoire d'avoir des conventions intragroupes, mais ça peut amener un élément supplémentaire pour pouvoir documenter vos prix de transfert et les justifier. Donc, et en termes d'adaptation, comme je vous l'indique, hein, et comme c'est indiqué dans la slide, ça peut être un élément qui vous permet finalement facilement d'adapter vos politiques. En parlant d'adaptation et de modification, donc… Alors, Nadia, peut-être juste un petit commentaire par rapport aux questions, à la réponse à la question avez-vous des contrats? En fait, ce qu'on constate, c'est qu'une très très large majorité nous dit que les contrats sont pas complets, pas renouvelés ou n'en ont pas. On a vraiment voilà, une grande majorité d'absence de contrat ou de contrats anciens non renouvelés. C'est un vrai sujet dans les contrôles fiscaux, parce que l'administration fiscale nous dit, écoutez, décision de gestion, vous avez un contrat, j'applique le contrat, il n'est pas à jour, bah vous aviez qu'à le mettre à jour. Moi, je regarde l'engagement contractuel et je vais faire prévaloir la forme sur la substance, sur la réalité des choses. Et après, une fois que vous êtes avec ce genre de discussion, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que, en général, les conseils répètent souvent le fait que avoir des contrats intragroupes, c'est une nécessité, et faire en sorte que ces contrats soient presque identiques dans la forme, dans les contenus, à ce que des tiers indépendants font, c'est absolument indispensable dans la gestion d'un contrôle fiscal. Voilà. Merci Pascal. Oui, donc sur l'adaptation et la modification, donc dernière question finalement. Est-ce que vous envisagez de modifier, d'adapter vos politiques de prix de transfert au regard de cette crise, ou est-ce que vous n'envisagez de faire aucune modification? Donc on vous laisse aussi le temps d'y répondre. Je vais poursuivre en même temps, hein, puisque le temps tourne en fait, et il est déjà 14h23. Donc on va passer directement à la slide suivante, mais n'hésitez pas à y répondre, hein, ça nous permet aussi de voir au sein des groupes quel est votre point de vue sur le sujet. Alors effectivement, en termes de remise en cause, adaptation des prix de transfert, la question s'est surtout posée sur les modèles, le modèle central dit donc entrepreneur principal avec des entités dites routinières, donc des entités qui sont à risque limité. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur principal, comme l'a dit Pascal en introduction, se voit en règle générale attribuer un profit. Et les entités à risque limité, elles se voient en principe garantir une marge donc, qui peut être sur les ventes, notamment pour les distributeurs à risque limité, ou sur des coûts pour des prestataires de services ou des entités de production. Quand on est dans une situation comme celle qu'on vit actuellement, où il y a pu avoir des fermetures de sites, donc une baisse de production, une absence totale de production, des fermetures de points de vente, donc qui dit baisse de chiffre d'affaires ou voire une absence totale de chiffre d'affaires, on se retrouve dans une situation au sein du groupe où là, on n'est plus en présence d'un profit résiduel qui va être laissé à l'entrepreneur, mais une perte résiduelle. Et cette perte, en fait, on peut considérer qu'elle doit être juste affectée à l'entrepreneur, ou est-ce qu'il n'est pas possible finalement de l'affecter aussi aux entités routinières. Donc ça, c'est une question qui s'est posée en fait au fur et à mesure des mois avec la situation particulière du Covid. Et donc en termes de pistes pour le remettre en cause la politique de prix de transfert ne semble pas vraiment approprié. Pourquoi? Parce qu'on a toujours les mêmes profils fonctionnels. On a toujours un entrepreneur qui a les fonctions stratégiques et qui assume du coup les risques les plus importants, qui dispose des actifs les plus importants, et on a des entités qui ont toujours les risques limités. Donc, modifier totalement la politique de prix de transfert semble incohérente et elle serait sujette finalement à un risque en cas de contrôle fiscal. Sauf à ce que vous preniez en compte la crise pour remettre à plat vos politiques de prix de transfert parce qu'elles ne sont pas cohérentes finalement avec la réalité. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que c'est pas parce que la crise est arrivée et parce que pour les besoins de la crise vous modifiez, mais parce que vous faites un état finalement de votre politique de prix de transfert et que vous vous rendez compte que les profils ne sont pas cohérents. Ce qui est important de prendre en compte dans cette situation, c'est effectivement les contrats, hein, comme on l'a indiqué tout à l'heure, parce que ça peut vous permettre durant cette crise
de suspendre les contrats et donc de suspendre la rémunération. Pourquoi? Parce que vous avez totalement fermé votre site de production, par exemple, ou vos sites de vente, donc vous n'avez aucune rémunération. Vous pouvez aussi regarder ce qui est indiqué en termes de clauses sur la répartition des risques dans les contrats. Donc ça, c'est important de voir ces éléments-là. Pour des politiques de prix de transfert qui sont basées sur des coûts, là aussi, ce qu'il est important de prendre en compte, c'est le fait que la rémunération intragroupe des sociétés, elle sera de facto diminuée. Pourquoi? Parce que la base de coûts dans certains pays, notamment la France, il y a pu avoir des dispositions sur les charges, notamment des exonérations de charges, des reports de charges, etc. Et donc, ce qui veut dire que ces charges ne devraient pas être prises en compte dans la base de coûts. Et si elles ne sont pas prises en compte dans la base de coûts, forcément, vous aurez une rémunération qui sera d'autant plus réduite. Et sur cette notion de coût, une des questions qui a pu se poser en fait durant cette période, c'est: je suis une entreprise à risque limité, je n'ai plus d'activité, par contre j'ai toujours des coûts à mon niveau. Et qu'est-ce que je fais avec ces coûts? Est-ce que l'entrepreneur ne peut pas m'aider finalement à gérer, en fait, à prendre en charge une partie de ces coûts? Et là, en fait, on pourrait considérer que c'est possible. Après, il faut étudier, il faut analyser en fait comment s'effectue cette activité, comment est la chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que finalement, l'entrepreneur, dans ce cas-là, assurer la pérennité de l'activité de la société. Et donc, dans une situation où on est avec des tiers indépendants, une approche comme celle-ci, en fait, pourrait être possible. Donc, c'est aussi un sujet, en fait, une réflexion à avoir sur les coûts qui seraient supportés par les entités routinières et qui pourraient, à minima, pour un certain volume, en fait, être pris en charge par l'entrepreneur. Le troisième point qui peut être aussi pris en considération, c'est les politiques de prix de transfert qui sont basées sur des budgets. Et là, effectivement, les budgets ont été fixés avant la période de crise, et donc il serait nécessaire de les ajuster pour prendre en considération cette crise. Sur la rémunération, le deuxième grand aspect, c'est que ces rémunérations intragroupes, comme on vous l'a évoqué tout à l'heure, elles sont fondées sur le principe de pleine concurrence, et donc elles sont justifiées par des analyses économiques. Et ces analyses économiques, souvent, on utilise des benchmarks pour pouvoir justifier les rémunérations, notamment les niveaux de marge. Et ces benchmarks, même chose, ces benchmarks, en fait, ils utilisent des comparables, donc sur des bases de données publiques. Et les données financières, elles ont toujours un écart de 1 à 2 ans. Je m'explique. Pour l'exercice 2020, les données financières qu'on a à disposition dans les bases de données publiques, elles sont de 2019. Et donc forcément avant la période de la crise. Et donc, si on calcule un intervalle, comme on dit, un intervalle de pleine concurrence avec les comparables qu'on aura identifiés, donc avec notre benchmark, on se retrouvera avec des marges qui peuvent être incohérentes par rapport à la période qu'on subit actuellement, puisqu'elle prend en considération la crise et la situation économique qui est différente. Et donc, dans ce cas, il est intéressant aussi de penser à réajuster vos benchmarks, donc soit à en refaire, mais à en réajuster en prenant en considération le fait qu'on n'est pas dans la même situation. Donc, comment les réajuster? Donc, on a différentes possibilités. Dans les stratégies de recherche, souvent, on a tendance à retirer les sociétés déficitaires. Donc, pourquoi pas les réintégrer? On utilise des périodes souvent de 3 ans. Donc, par exemple, sur 2020, on a tendance à utiliser une période triennale pour calculer une moyenne de 2017 à 2019. Pourquoi pas élargir cette période? Pourquoi pas notamment utiliser la période 2008 de la crise économique pour faire des ajustements sur la période que l'on vit actuellement? Même chose, pourquoi pas prendre la situation de votre société, donc par exemple une société de distribution, calculer sa marge avant la période de crise, après la période de crise, donc on va avoir un écart, et adapter vos benchmarks par rapport à cet écart. Ce sont des pistes en fait de réflexion, mais qui vous permettent finalement d'ajuster vos benchmarks et de finalement considérer que la rémunération qui devrait être laissée à vos entités à risque limité devrait être un peu plus basse, considérant la crise en fait que l'on vit actuellement. Même chose, dans un intervalle, on a souvent tendance à prendre la médiane, l'intervalle interquartile. Pourquoi pas utiliser un autre point de l'intervalle pour
pour déterminer votre rémunération de pleine concurrence. Donc, ce sont vraiment des éléments à prendre en considération. Là, on est sur le modèle centralisé entrepreneur. Sachez qu'il y a d'autres modèles, comme vous l'a indiqué Pascal tout à l'heure, notamment les modèles co-entrepreneurs, où là, on a des risques, on a souvent une notion de partage de profit. Effectivement, là, on ne sera pas sur une adaptation sur la politique en tant que telle, mais par contre, on peut toujours faire des ajustements si notamment vos allocations de risques n'ont pas pris en compte la situation économique de la crise du Covid. Donc ce sont, voilà, l'adaptation. La remise en cause, elle paraît un peu incohérente. L'adaptation, par contre, est possible et c'est un élément en fait à approfondir. Tous ces éléments-là doivent être, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, documentés pour éviter toute problématique donc en cas de contrôle fiscal et en intégrant aussi cette notion d'analyse de marché qui vous permet finalement de justifier pourquoi vous avez adapté votre politique de prix de transfert. Donc, à côté de ces éléments-là, donc on a aussi d'autres considérations, donc à côté de ces considérations sur la politique de prix de transfert, mais aussi sur les transactions financières qui ont été un grand sujet, en fait, qui sont toujours, en fait, des grands sujets durant cette période. Donc, je laisse la parole à Pascal. Alors, je vais aller très vite sur le sujet, puisqu'on a démarré avec quelques minutes de décalage, donc on est encore dans les temps. Et j'ai vu qu'il y avait des questions très intéressantes que je souhaite couvrir également. Donc, sur les conséquences de la crise Covid-19 sur les transactions financières, évidemment, les besoins de liquidité, évidemment, la gestion de la trésorerie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en matière de transactions financières, en matière de prix de transfert, on a trois situations différentes qui peuvent être influencées par la crise Covid. La gestion des financements en cours. Que fait-on en termes de contrats de prêts intragroupe en cours? Est-ce qu'on renégocie? Est-ce qu'on ajuste? Est-ce qu'on diffère? On renonce à la perception des différentes échéances? Là encore, ça nécessite une étude, une analyse et une réflexion par rapport à ce que des tiers indépendants feraient. Le recours aux garanties. Aujourd'hui, les garanties vont être extrêmement importantes pour les entreprises pour bénéficier de financement. Là aussi, si la maison mère ou même une filiale octroie des garanties pour permettre d'obtenir un emprunt, il faut que ça soit rémunéré parce que ça représente une vraie valeur ajoutée. Sur la mise en place de nouveaux financements, là, il va falloir se référer aux conditions de marché, sachant que le marché est très fluctuant, sachant qu'il va falloir s'adapter à la typologie des financements dont on parle. Donc, définir une rémunération adéquate en matière de transactions financières, de prêts, c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'autant plus que l'administration fiscale aujourd'hui est extrêmement restrictive sur la déductibilité des frais financiers. On a de nombreux contentieux, de nombreux contrôles fiscaux en cours sur des questions de taux d'intérêt trop élevés, de justification de ces taux d'intérêt. On est aujourd'hui à débattre encore avec l'administration sur le fait que dans certains cas, elle exige une offre de prêt par une banque dans des conditions similaires et au moment où vous entrez dans le prêt intragroupe, ce qui n'est pas requis par la loi mais qui est exigé par la doctrine administrative. Donc on se bat avec l'administration dans les contrôles fiscaux. Très récemment, on a obtenu gain de cause devant une commission départementale des impôts directs sur ce sujet-là. Ce qui est important aussi, c'est que vous ayez un dossier documentaire, encore une fois, tenir compte des conséquences fiscales autres que les conséquences IS. Il peut y avoir des problématiques de retenue à la source, des problématiques de TVA. Donc là encore, compte tenu de la particularité de la crise Covid et compte tenu de la difficulté future d'accès au crédit, je vous incite à être extrêmement vigilant sur les taux intragroupes que vous allez mettre en place pour des financements court, moyen ou long terme. Slide suivant. Oui, alors là, c'est vraiment pour vous évoquer les autres considérations, notamment sur l'après-Covid et sur les situations qu'on rencontre actuellement, c'est-à-dire des groupes qui souhaitent finalement se réorganiser ou procéder à des restructurations.
Dans le cas dans ces situations-là, ce qu'il est important de se dire, c'est que ça a des impacts, ça peut avoir des impacts, et que forcément, on peut avoir des considérations à la fois sur l'existence d'éventuels transferts d'actifs incorporels, donc qui sont susceptibles d'aboutir à des valorisations d'actifs, de transfert de clientèle. Il y a aussi des notions de répartition des coûts. Quand on a des restructurations, on a souvent le sujet de qui supporte les coûts de restructuration, en sachant que la jurisprudence est claire sur le sujet en disant qu'il n'y a pas, c'est l'intérêt groupe en fait ne prévaut pas, hein, c'est l'intérêt vraiment propre à la société qui subit la restructuration, sinon en fait les coûts de restructuration ne devraient pas être à sa charge. Et on a aussi des éléments sur des questions sur la remise en cause des APP dès lors qu'on a une situation économique, une situation de restructuration aussi qui pourrait remettre en cause ces APP. Donc voilà, ce sont vraiment des ouvertures, en fait, des éléments à considérer quand vous pensez à restructurer ou à réorganiser votre activité. Dans le cas de la slide, on vous a juste donné une petite illustration de ce qu'on a pu en fait entendre, ce qui a pu être évoqué par certains groupes, notamment lorsqu'il y avait différents sites de production, mais donc des entités qui produisent qu'un élément d'un produit final, donc un composant. Et là, on est dans une situation où il y a une fermeture de certaines usines, ce qui a bloqué finalement la production du produit final. Donc, certains groupes ont pu se poser la question de centraliser donc, toutes les fonctions au sein d'une même entité, par exemple l'entité française, ou simplement mettre en place des productions complètes sur plusieurs sites de production. Et là, effectivement, c'est posé la question de l'exit charge, est-ce qu'il y a des transferts d'actifs, comment gérer en fait ces transferts, et donc sans parler des considérations TVA douane qui sont toujours très fortement liées au prix de transfert, et qu'il ne faut pas oublier. Et le second point, c'est en faisant ça, est-ce que je ne suis pas en train aussi de changer du coup le profil fonctionnel, et ce qui impliquerait finalement de mettre en place des rémunérations intra-groupes qui sont différentes. Donc là, ce sont aussi des éléments à prendre en compte, et voilà, penser à restructurer, c'est toujours, que ce soit de toute façon en période de Covid ou pas, c'est toujours en fait un process qui implique à la fois des conséquences en matière fiscale, en matière sociale, et donc il faut absolument en fait avoir une vision globale et comprendre tous les risques avant de procéder à ces changements. Voilà, Pascal, je te laisse conclure et ensuite on regardera les questions. Avant de conclure, peut-être répondre effectivement à 2 ou 3 questions. Il y en a plus, mais il y en a plusieurs qui sont assez intéressantes. Normalement, l'obligation documentaire concerne les relations France-étranger. Est-il mieux de préparer malgré tout une documentation franco-française? Alors, la réponse est la suivante. Quand on parle de prix de transfert, on parle de flux transfrontaliers. Quand on parle de relations entre 2 entités françaises, membres d'un même groupe, on est sur la théorie de l'acte normal ou anormal de gestion. Cela dit, la question est très intéressante parce que finalement, on constate que la jurisprudence utilise aujourd'hui, pour déterminer s'il y a acte normal ou anormal de gestion, les problématiques, les méthodologies prix de transfert. Donc, lorsque vous faites une transaction avec une autre société du groupe, même si vous êtes en intégration fiscale, oui, il faut respecter non pas le principe de pleine concurrence, mais au moins le prix normal et vendre ou prester à une valeur normale. La documentation en elle-même n'oblige pas pour le moment à documenter les flux franco-français. En revanche, dans un certain nombre de pays, l'Angleterre par exemple, vous devez le faire. Dans d'autres pays en Asie, vous avez l'obligation de le faire. Donc là aussi, il faut s'adapter en fait. Si vous considérez que vos relations franco-françaises peuvent être sujettes à questions ou redressement de l'administration fiscale, vous avez tout intérêt à avoir une documentation spécifique. D'ailleurs, on en fait de plus en plus sur des relations franco-françaises.
Et la méthode qu'on utilise, c'est la méthode classique, prix de transfert, analyse fonctionnelle, analyse économique, justification de ce que des tiers indépendants font ou feraient. Autre question, contrat intragroupe. La question, c'est vous parlez de contrat spécifique prix de transfert. En fait, là, la recommandation, c'est que pour chaque contrat, pour chaque flux, pour chaque prestation, pour chaque vente, pour chaque mise à disposition de personnel, il faut idéalement avoir un contrat écrit. Parfois, on fait du ponctuel. Ça répond également à une autre question. Parfois, on a des opérations spot au sein des groupes, de la mise à disposition ponctuelle, des ventes de dépannage à une filiale ou à une société sœur. Dans ces cas-là, comme c'est du spot, comme c'est du ponctuel, on n'a pas forcément le temps, l'envie, et puis les enjeux ne sont pas importants, en tout cas, on ne les juge pas importants, de faire un contrat spécifique pour ça. Ce qui est important, c'est que dans votre master file, il y ait une indication de la philosophie que vous allez retenir. Dans la documentation de prix de transfert, il faut que vous donniez des éléments de cadre de ce que vous allez mettre en place lorsque vous n'aurez pas de contrat spécifique. Alors, pour conclure, et désolé pour le petit retard qu'on a pris, quelques recommandations très simples, c'est du bon sens. Les prix de transfert, c'est beaucoup de bon sens. Assurez-vous que vous êtes en conformité avec vos obligations documentaires et déclaratives en France, mais aussi à l'étranger. Examinez avant la fin de l'exercice si vous devez modifier ou adapter votre modèle de prix de transfert. Formalisé par écrit, hein, donc ça on n'a pas arrêté de le dire, mais pour gérer les contrôles fiscaux et pour gérer la relation avec les administrations, c'est quand même idéal. Traiter les enjeux critiques et immédiats sans perdre de vue effectivement l'organisation globale de votre chaîne de création de valeur. Suivez les actions de près et effectivement assurez-vous d'avoir une documentation appropriée. Sachez que même si on peut s'attendre à une recrudescence de contrôle, à une agressivité plus forte des inspecteurs, notamment pour les filiales françaises de groupes étrangers. Voilà, on a de meilleurs jours à venir. On espère que 2020 se terminera et terminera la crise Covid au mieux et que les contrôles fiscaux qui ont été suspendus jusqu'à présent, qui sont en cours de redémarrage ou qui ont redémarré depuis septembre, se passeront du mieux possible. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les inspecteurs, dans le cadre des contrôles en cours, sont plutôt raisonnables et plutôt bienveillants. En revanche, dans la salve des futurs contrôles, il faut d'ores et déjà s'attendre, et ce n'est pas une question de faire peur, il faut d'ores et déjà s'attendre, l'expérience le montre, à ce que les inspecteurs soient beaucoup plus agressifs pour aller récupérer l'argent que l'État a donné aux entreprises. Voilà ce sur quoi je voulais conclure. Je vais vous remercier de toutes vos questions. On a eu de nombreuses questions. On n'a pas eu la possibilité de répondre à toutes les questions encore. Ce que l'on va faire, hein, comme convenu, c'est qu'on va vous envoyer les slides qui ont été présentés et puis une synthèse des réponses, des questions et réponses. N'hésitez surtout pas à revenir vers Nadia, Françoise ou moi si vous avez des questions ponctuelles, des commentaires également. Sachez que les réponses à nos questions ont été aussi très appréciées parce que ça nous aide aussi à bien comprendre dans quel environnement nos clients, nos partenaires se situent. Merci beaucoup et donc à votre disposition, n'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées dans les slides qui vont vous être envoyés incessamment. Merci beaucoup. Au revoir.